chaque personne sur Terre mérite de mener une vie saine. Mais dans de nombreuses régions d'Afrique, les gens n'ont pas accès à des médicaments de qualité à un prix abordable. Afin de changer cela, Shalina Healthcare a été fondée il y a plus de 30 ans en ayant pour mission de fournir des produits pharmaceutiques de qualité, facilement accessibles et à des prix abordables aux Africains qui en ont le plus besoin. Our mission to provide quality medicines that are affordable and available guides every decision that we make here at Shalina Healthcare. From which new products to launch, to the investments in our manufacturing plant, and to where to open a new distribution depot in Africa. We do this because real lives are at stake and we are passionate about making a meaningful contribution in Africa. Avec l'augmentation prévue de la population en Afrique au cours des prochaines années, de plus en plus de personnes ont besoin d'un meilleur accès à des médicaments abordables et de qualité. C'est pourquoi son marché pharmaceutique connaît l'une des croissances les plus rapides au monde. Shalina a participé à cette croissance au fil des ans et est devenue l'une des organisations les plus fiables en Afrique subsaharienne, avec un portefeuille diversifié de marques leaders du marché et plus de 350 produits dans 12 catégories thérapeutiques approuvées à la fois par les patients et les médecins. Étant donné que la qualité est un aspect fondamental chez Shalina, tous nos médicaments proviennent d'usines approuvées par l'OMS et ils sont soumis à des contrôles de qualité dans des laboratoires en Inde et en Chine afin de garantir le respect des normes de qualité les plus strictes. Notre usine en Inde a été agréée par le gouvernement pour chaque pays où nous opérons et il a été en mesure de fabriquer 110 millions de comprimés, 90 millions de gélules, 11 millions de tubes et 4 millions de flacons de lotion. Les médicaments de Shalina sont distribués dans plus de 15 pays de l'Afrique subsaharienne. Contrairement à la plupart des sociétés pharmaceutiques, nous opérons une chaîne d'approvisionnement de bout en bout avec un réseau en expansion de plus de 30 centres de distribution Shalina à travers l'Afrique qui approvisionnent directement les hôpitaux, les cliniques, les pharmacies et les ONG. We are able to deliver quality medicines at affordable prices because we have full control of the supply chain from our own manufacturing facilities to our 30 distribution centers across Africa. Therefore, we cut out the middlemen and pass on these savings to our customers who are in effect buying directly from WHO quality approved facilities. Chez Shalina Healthcare, il ne s'agit pas seulement de fournir un produit. Nous croyons fermement à l'importance de s'impliquer dans la communauté et de fournir un soutien de toutes les manières possibles pour assurer une meilleure qualité de vie. Une équipe de plus de 300 professionnels organise des séminaires médicaux, des réunions pharmaceutiques, des présentations de produits et des initiatives de sensibilisation des patients, tout cela pour un meilleur avenir. De plus, Shalina offre régulièrement des bourses d'études et fait des dons à des initiatives importantes telles que la construction des puits, d'écoles et d'églises. Avec la demande croissante de médicaments Shalina, nous élargissons continuellement notre implantation en Afrique. Mais rien de tout cela ne serait possible sans le dévouement de plus d'un millier d'employés qui luttent chaque jour pour l'excellence et qui croient au droit de chacun à des médicaments de qualité et abordables. Chez Shalina, nous nous engageons à trouver des solutions durables pour la santé de l'Afrique, tout en restant fidèles à notre mission première, qui est de fournir des produits de qualité, abordables et disponibles. Nous sommes fiers de contribuer à construire un avenir meilleur pour les personnes dans le besoin.
Bonjour, chers participants. Nous sommes heureux de vous avoir ensemble avec vous dans cette séance de formation continue. Merci d'avoir accepté nos invitations malgré vos préoccupations, vos occupations diverses. Moi, je me nomme M. Baby, je suis pharmacien. Je suis également manager chez Shalina pour le compte de l'équipe dévouement. Je pourrais quand même dire un petit mot sur cette équipe dévouement. Dévouement, c'est une nouvelle division de Shalina qui se focalise uniquement sur la gamme cardio. Nous sommes heureux, avant de poursuivre notre séance, nous vous remercions et nous remercions également Dieu Tout-Puissant. Nous remercions toutes les autorités de Shalina, sans oublier également toute l'équipe de dévouement qui ont contribué à ce que cette séance puisse avoir lieu. Nous tenons également à vous parler sur l'objectif de notre séance d'aujourd'hui. Les objectifs sont celles-ci. Nous voulons que chacun de nous puisse renchérir ses capacités sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Pour que cette prise en charge soit aisée, n'est-ce pas, et facile, il faudra que nos patients puissent bénéficier de produits de qualité, disponibles et puis accessibles. Donc, Shalina répond à tous ces critères. Nous voulons également vous signaler qu'à la fin de cette séance sera sanctionnée d'une interrogation, mais également tous les participants vont bénéficier des certificats de participation. Nous vous disons merci et bonne chance et bonne continuité de cette cérémonie. Bonjour tout le monde, moi c'est Dr Bila, je suis cardiologue à l'Université de Kinshasa, faculté de médecine, clinique universitaire de Kinshasa. Comme vous le savez, aujourd'hui, comme vous le savez, le 17 mai, c'était la journée mondiale de l'hypertension artérielle. En fait, c'est une journée qui a été initiée par la Ligue mondiale de l'hypertension artérielle. Et pour cette année, le conseil, c'est prenez régulièrement votre pression artérielle, contrôlez-la, vivez plus longtemps. Alors, pour aujourd'hui, notre sujet, c'est bien celui-ci, l'hypertension artérielle, impact et recommandations thérapeutiques. Nous aurons donc des sujets. Le premier, c'est celui-ci, l'hypertension artérielle, l'impact et les recommandations thérapeutiques. Et le deuxième sujet, ça sera la prise en charge de l'hypertension artérielle. Pour le premier sujet, c'est bien le professeur Dr Mbuyamba Jean-René, qui est cardiologue aux cliniques universitaires de Kinshasa, mais c'est également le chairman de la Ligue congolaise contre l'hypertension artérielle. C'est bien lui qui va exposer sur le premier sujet. Le deuxième, non le moindre, c'est bien le docteur Kapita, qui est cardiologue à l'hôpital provincial général de Kinshasa. Et je vais aussi vous signaler que c'est bien c'est le président honoraire de la Société congolaise de cardiologie, en sigle la SOCOCAR. Et à la fin de la deuxième intervention de Dr Kapita, il y aura un jeu de questions-réponses pendant lequel nous aimerions que chacun puisse poser la question. Et lorsque vous poserez votre question, vous l'orienterez pour ce que vous aimeriez que ce soit l'orateur M. Mbuyamba ou le professeur le Dr Kapita qui puisse répondre à la question. Moi, c'est le Dr Notambila, et les deux sont mes maîtres, et à qui j'ai beaucoup de respect, et je pense que vous ne serez pas déçus. Merci. Je donne donc la parole au professeur Dr Jean-René Mbuyamba Kaba. Professeur Jean-René, vous avez la parole. Merci beaucoup, Nathan. Merci beaucoup. Je remercie également tous ceux qui nous écoutent et qui ont pris leur temps pour nous suivre. Je prendrai quelques minutes pour parler de l'hypertension artérielle, son impact surtout, et de donner quelques recommandations pour sa prise en charge thérapeutique. Je vais articuler
ses propos autour de 2 points. Le premier, c'est pour cerner la gravité de l'hypertension artérielle. Et le deuxième point, c'est pour essayer de donner des recommandations thérapeutiques tenant compte des avancées scientifiques. D'abord, la gravité de l'hypertension artérielle. J'aimerais que vous sachiez que l'hypertension artérielle est un problème de santé publique. L'hypertendu est un monsieur comme vous, comme moi. Il n'a pas un visage particulier lié à sa maladie et qui est généralement asymptomatique. L'hypertendu, c'est votre voisin, c'est votre chef, c'est l'autorité. Et le fait que l'hypertension ne donne pas un visage particulier rend parfois difficile de pouvoir prendre en compte et prendre en charge cette maladie dont la gravité n'est plus à démontrer. Je vais utiliser quelques arguments disponibles pour essayer de la démontrer. D'abord, si vous regardez cette plaque venant de l'Organisation mondiale de la santé en 2004, il y a parmi les 19 principaux facteurs ayant conduit au décès des individus sur la Terre, le premier, c'était l'hypertension artérielle. L'hypertension est donc la cause individuelle la plus fréquente de l'hypertension, aussi bien pour les pays riches, pour les pays à moyens revenus, ainsi que pour les pays à ressources limitées. Partout, c'est l'hypertension qui vient avant toutes les autres causes prises individuellement. De plus, lorsqu'on examine la charge mondiale de morbidité due aux facteurs de risque, en l'an 2010, on constate que parmi des facteurs qui peuvent être répertoriés, c'est encore l'hypertension qui est responsable de la plus grande morbidité, et qu'il s'agisse de morbidité globale que de morbidité cardiovasculaire, et cela partout. Cela a été démontré, par exemple, en l'an 2012. On peut se poser la question de savoir pourquoi l'hypertension est-elle grevée d'un si mauvais pronostic? Eh bien, la maladie doit son pronostic à une panoplie importante de complications qui peuvent émaner d'elle. L'hypertension peut engendrer des atteintes, des complications neurologiques variées, allant de l'encéphalopathie hypertensive aux accidents vasculaires cérébraux ischémiques ou hémorragiques, aux troubles des démences, troubles cognitifs liés à des perturbations vasculaires. L'hypertension peut engendrer la maladie rénale chronique allant jusqu'à son insuffisance terminale. L'hypertension touche le cœur et peut donner des complications infracliniques comme l'hypertrophie du ventricule gauche, qui est un facteur multiplicateur de la morbidité et de la mortalité, mais peut donner également des atteintes de cardiopathie patentes, des coronaropathies, allant jusqu'à l'infarctus du myocarde et jusqu'au terminus, qui est l'insuffisance cardiaque. Chez la femme, on peut assister à la prééclampsie, même à l'éclampsie, liée toujours à l'élévation de la pression artérielle. L'hypertension touche les vaisseaux périphériques, l'aorte et même les vaisseaux rétiniens et peut aboutir à la cécité. Si on considère que l'élévation
de la pression artérielle continue d'être le principal contributeur à la charge mondiale de la maladie et de la mortalité, ceci a été encore démontré en l'an 2017, où de tous les décès observés, 10,4 millions étaient dus à l'hypertension artérielle. Qu'est-ce qui peut donc expliquer cette gravité, ces mauvais pronostics liés à la maladie hypertensive? Ceci peut être dû en partie au taux de prévalence très élevé de l'hypertension. En effet, l'hypertension frappe environ un tiers des adultes sur la Terre, ce qui représente plus d'1 milliard des individus. Non seulement sa prévalence est élevée, mais malheureusement, l'hypertension étant sans symptômes particuliers, le taux de personnes malades qui ne se connaissent pas atteintes d'hypertension est très élevé. Et vous comprenez que si l'on ne sait pas qu'on est atteint de la maladie, eh bien, il est très difficile de pouvoir requérir une prise en charge thérapeutique. C'est pourquoi il y a dans le monde entier un faible taux des hypertendus qui subissent un traitement approprié. Et même ceux qui subissent un traitement, très peu, sont bien traités, contrôlés pour leur hypertension, de sorte qu'il subsiste toujours un risque résiduel, même chez les personnes traitées. Voilà ce qui fait que l'hypertension est une maladie avec un pronostic tout à fait péjoratif. Je ne voudrais pas vous donner plusieurs arguments. J'ai choisi une seule étude pour vous montrer, pour vous rendre évident ces informations que je viens de vous donner. Je recours ici à l'étude MMM18, c'est-à-dire les mesures du mois de mai de l'année 2018. Cette étude, cette enquête, a incorporé dans 89 pays du monde, dont le nôtre, le Congo, 1 504 000 personnes. Ces personnes venaient de l'Asie du Sud-Est, de l'Asie du Sud, venaient des Amériques, de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, de l'Europe. Et au total, donc, il y avait 1 504 000 personnes et l'Afrique subsaharienne avait contribué pour 10,1%. C'était des personnes âgées de 18 ans et plus, chez qui on a pris 3 mesures de pression artérielle. C'était des messieurs tout venant au cours de cette enquête. Et nous avons utilisé la moyenne de la 2e et de la 3e mesure pour pouvoir décider qui devait être considéré comme hypertendu. Et en utilisant cette mesure, cette moyenne de la 2e et 3e mesure, on constatait qu'environ 34% de tous ceux qui avaient été dépistés avaient une hypertension artérielle. C'est vous dire que l'hypertension a une prévalence, comme je le disais, très élevée, plus d'1 tiers des adultes. Voilà la moyenne de la pression artérielle pour l'ensemble de la Terre, c'était 123 mm pour la systolique et à peu près 78 mm pour la diastolique. Et cette pression allait de 120 mm de mercure à 127. En Afrique subsaharienne, la moyenne était de 127 sur 78 mm de mercure. Ces personnes qui ont été
dépistés rapportaient pour environ 9% le diabète sucré. Un passé d'infarctus et d'AVC était respectivement observé chez 5 et 3%, 12,3% d'individus fumaient, 5% rapportaient une consommation d'alcool au moins une fois par semaine et environ 2% des personnes, des femmes étaient enceintes. Voilà quel était le nombre des hypertendus. 502 000, ce qui fait 33,4% pour tout l'univers, pour toute la Terre, tout au moins pour les régions qui ont été examinées. En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, eh bien, nous avions 25% de personnes dépistées étaient hypertendues. Maintenant, quelle était la proportion de ces personnes hypertendues qui se savaient hypertendues, qui étaient sous traitement, qui étaient bien traitées, et de tous les hypertendus, combien étaient contrôlés? Si on regarde la situation globale de 34% des hypertendus, eh bien, environ 60% se connaissaient hypertendus. Cette proportion allait de 36% en Afrique du Nord jusqu'à environ 77% pour les Amériques. En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, c'était 44% qui étaient au courant. Parmi ces hypertendus qui se connaissaient, 55% au total étaient hypertendus, étaient sous traitement antihypertenseur, et la proportion allait de 32,1% en Afrique du Nord à 71% dans les Amériques. Pour nous, en Afrique subsaharienne, il y avait 33% des malades qui se connaissaient hypertendus qui rapportaient recevoir un traitement. Combien étaient bien traités? Pour le monde entier, c'était 60%. Et cette proportion allait de 49% en Europe et en Asie du Sud-Est, de 45% en Afrique subsaharienne et jusqu'à 70% en Asie du Sud. Voilà, 45% seulement étaient en Afrique subsaharienne, bien traités et bien contrôlés. Mais si on considère tous les hypertendus en Afrique subsaharienne, il n'y avait que 15% qui avaient reçu un contrôle de leur maladie hypertensive, ce qui signifie qu'il y a toujours, malgré le traitement, un risque résiduel accru. Si on examine en tenant compte de la région et de ressources régionales locales, on constate en foncé ceux qui ne sont pas sous traitement, suivi de clair les personnes qui sont traitées et contrôlées, et envers la proportion des personnes qui ne sont pas contrôlées. Et vous pouvez voir que la proportion des personnes en brun plus ou moins clair sont la proportion des personnes qui ne sont pas sous traitement et qui donc ne sont pas contrôlées est plus grande, quelle que soit la région considérée, mais elle est plus grande lorsqu'on voit, on compare les régions à ressources limitées aux autres régions. La République démocratique du Congo a participé à cette enquête et je peux dire que cette enquête a eu un plus grand
nombre de participants comme on n'en a pas encore vu dans les études menées dans ce pays. On peut, et donc, pour ce pays, où l'on a eu environ 30 000 personnes examinées, on a constaté que de ces 30 000, il y avait 26% qui étaient hypertendus. Et de ces hypertendus, seulement 33% se connaissaient hypertendus. 23% de ceux qui se connaissaient étaient sous traitement, dont la moitié était bien contrôlée. Mais si on regarde l'ensemble de malades, uniquement 12 personnes parmi les hypertendus avaient un contrôle de leur pression artérielle. J'aimerais ajouter un point fondamental, c'est que 36% de ces 30 000 personnes, c'était la première fois que leur pression artérielle avait été mesurée. Vous comprenez que cette situation indique une proportion très élevée des hypertendus, non traités, non contrôlés, avec, comme je l'ai dit, un risque résiduel très important. Ce qui est plus grave et qui ajoute au risque accru de l'hypertension, c'est que des malades hypertendus observés, comme l'a souligné le professeur Bayaouli, il n'y avait que 1% qui était uniquement hypertendu. L'hypertension constelle souvent avec d'autres facteurs de risque. 1 ou 2 chez 30% d'entre eux, 3 et plus chez 55%, mais il peut y avoir plus de 3 facteurs avec une atteinte des organes cibles, le diabète ou même une protéinurie chez environ 69% de participants. Voilà en ce qui concerne la gravité de la maladie hypertensive. Vous comprenez, une telle maladie grave doit être traitée et prise en charge de la manière la plus correcte. C'est pour cela que le deuxième point que nous abordons, c'est quelques recommandations pour cette prise en charge. Mais cette prise en charge va dépendre de la définition même de l'hypertension, va prendre en compte le seuil de pression artérielle qu'il faudra accepter comme point de départ d'une intervention pharmacologique. Il faut définir aussi la pression artérielle cible de la thérapeutique et enfin indiquer quelles sont les modalités pratiques qu'il faut pouvoir préconiser. Oui, il faut définir l'hypertension. Jusqu'il y a peu, l'hypertension était une pression artérielle supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure et il y avait globalement 32% de la population. Mais en 2017, la Société américaine de cardiologie et la American Heart Association ont fait descendre ces normes à 130 sur 80 et cela faisait bondir la prévalence vers 46%, ce qui crée en fait une augmentation des personnes susceptibles de requérir une prise en charge thérapeutique. Bien sûr, en tenant compte de ces points de vue des Américains où l'hypertension était désormais une pression artérielle supérieure ou égale à 130 sur 80 mm de mercure, le seuil pour la prise en charge était 140 sur 90 lorsque le risque global du malade est faible, mais lorsque les risques absolus, les risques cardiovasculaires, je montrerai un peu comment on va les chercher,
c'est-à-dire surtout les malades avec des comorbidités, diabète, atteinte coronaire, maladie rénale chronique, et même des personnes avec un âge avancé, on peut préconiser une prise en charge à partir de 130 sur 80, et les Américains, dans leur directive, considèrent que la pression artérielle cible doit être une pression inférieure à 130 sur 80 mm de mercure pour tout le monde. Par contre, les Européens ont maintenu les catégories habituelles, 3 catégories d'hypertension, et n'ont pas changé. Et en général, dans la pratique courante, ici chez nous, au Congo et en Afrique, nous appliquons cette définition, cette classification américaine. Et, cette classification européenne. Dès lors, quand est-ce qu'il faut administrer un traitement? Pour administrer un traitement, eh bien, on ne va pas tenir compte seulement de la pression artérielle, on va tenir compte surtout du risque cardiovasculaire global du malade, qui prend en compte d'un côté la valeur de la pression et de l'autre la présence ou non des facteurs de risque associés et des comorbidités. Ceci donne globalement la plage verte que vous voyez qui indique que le risque associé à l'hypertension est faible et dans ce cas-là, on ne donne pas d'emblée un traitement médicamenteux. La plage jaune indique que le risque global est modéré et dans ce cas-là, on ne donne pas d'emblée un traitement médicamenteux. Par contre, lorsque on est dans les plages rouge, brun et foncé, eh bien, le risque global du malade est élevé et très élevé, et dans ces cas-là, il est recommandé de donner immédiatement un traitement médicamenteux à ces malades. Oui, tenant compte du risque, il faudra donner d'abord pour les risques faibles, pour les risques modérés, et ainsi que pour tous les malades hypertendus, de conseils hygiéno-diététiques que nous appelons les traitements non pharmacologiques. Ces traitements non pharmacologiques, je les préconise non seulement aux malades, mais même aux personnes saines, car cela peut prévenir l'instauration des facteurs de risque, dont l'hypertension artérielle. Ces mesures sont une alimentation saine pour les cœurs, avec réduction du sel à 5 grammes maximum par jour, consommation des fruits et des légumes, au moins 500 grammes par jour, ce qui équivaut à un fruit, à 3 cuillères à soupe de légumes, diminuer la consommation des graisses, surtout les graisses d'origine animale, manger les poissons fréquemment et éviter, diminuer la consommation d'alcool. Prendre un breuvage alcoolique 1 fois par jour pour les femmes, 2 fois par jour au maximum pour les hommes. Abandonner le tabac. Il faut cesser la consommation de tabac. Augmenter l'activité physique régulière, au moins 5 à 7 jours par semaine, une activité modérée, une marche qui fait transpirer pendant au moins 30 minutes. Il faut également diminuer le poids, ce qui peut avoir également un impact sur la pression artérielle. J'ai dit que ces mesures valent pour les hypertendus, mais valent aussi pour les personnes saines dans le cadre d'une approche préventive. Quelle est la pression cible lorsque on doit donner un traitement? Aujourd'hui, on considère que
Cette pression artérielle cible doit tenir compte de l'âge des individus. Mais quel que soit l'âge, on va tenter au maximum de réduire la pression diastolique en dessous de 80 mm de mercure, quelle que soit la situation, quels que soient les contextes de la maladie. Mais pour ce qui est de la pression systolique, dépendant de l'âge, de 18 à 64 ans, on va viser moins de 130. Lorsqu'il y a un diabète en plus, visez toujours moins de 130. Quand il y a une atteinte rénale, on peut viser entre 130 et 140. Et la cible sera toujours en dessous de 130 lorsqu'il y a une atteinte coronaire ou une atteinte neurologique. Pour les personnes entre 65 et 80 ans, eh bien, la pression cible devrait se situer entre 130 et 139, quelle que soit la situation, le contexte du malade. Et au-delà de 80 ans, eh bien, on va également, autant que faire se peut, viser à atteindre une pression systolique de 130 à 139 mm de mercure. Chez les personnes plus jeunes, on peut même tenter d'aller un peu plus bas, mais en général, il faut accepter uniquement les pressions tolérées par les malades. Donc, diastolique pour tout le monde, inférieur à 80 mm de mercure. Quels sont les moyens thérapeutiques qu'il faut donner? Eh bien, en utilisant les médicaments, on peut donner une monothérapie. Je conseille en général d'éviter la monothérapie parce qu'elle n'est pas suffisamment efficace, même si l'ensemble de médicaments proposés ont une équipotence en termes de réduction de la pression artérielle. La monothérapie pourrait être maintenue lorsque réellement l'hypertension est très légère, lorsque le risque global est très faible, chez des personnes au-delà de 80 ans, chez des personnes frêles. Mais je voudrais ici signaler que le taux de contrôle des malades avec monothérapie est faible, moins de 30-40%. Et c'est pour cela que nous préconisons une thérapie combinée pour la plupart des malades, en 3 étapes, en utilisant les mêmes molécules A, B, C, en utilisant cette désignation de directive NICE, A étant les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les ARA2, B étant des bêta-bloquants, C étant des calcibloquants et D étant des diurétiques, généralement qui ressemblent aux thiazidiques. Première étape, je préconise un traitement combiné où l'on peut associer A avec C ou A avec D, à petite dose pendant 2 ou 3 mois. Deuxième étape, lorsque l'individu n'a pas été contrôlé avec cette bithérapie, alors on utilise une trithérapie. On va donc avoir les 3 molécules A plus C plus D. Donc, un inhibiteur du système rénine plus un calcibloquant plus un diurétique. Si aux doses optimales chez ces malades, en cette trithérapie, on n'a pas obtenu le contrôle de l'hypertension, il s'agit ici d'une hypertension résistante à laquelle on peut ajouter d'autres molécules. Et généralement, celle-là, il faut la référer à un spécialiste. Les molécules qu'on peut ajouter dans ces cas-là, c'est les spironolactones ou les bêta-bloquants. Vous avez remarqué que dans ces associations, l'utilisation de bêta-bloquants est comme médicament de première ligne est moins fréquente.
c'est surtout A, C et D qui sont utilisés, mais chez les patients avec hypertension résistante, si on exclut la possibilité d'une hypertension secondaire dont le traitement dépendra de la cause, et dans ce cas-là, il faut ajouter ou l'aldactone ou un bêta-bloquant et voir si le médicament ajouté permet de contrôler l'hypertension, tant mieux. Sinon, il faut voir d'autres possibilités. On peut rajouter un 5e médicament pendant tous les autres médicaments, les alpha-bloquants, les antihypertenseurs centraux, ou discuter la possibilité d'une dénervation rénale. Tout cela se fait chez les spécialistes. Pour conclure, mon travail a montré que l'hypertension était une condition très grave qui nécessitait un dépistage pour pouvoir connaître son ampleur dans la communauté. Car la maladie est une maladie silencieuse, sans symptômes, n'est pas facilement reconnaissable. Qu'il faut procéder à éduquer le patient en commençant par éduquer l'éducateur du patient qui est le professionnel de la santé. En effet, compte tenu de ces pronostics sombres liés à l'hypertension artérielle, sa prise en charge est très importante pour éviter les multiples complications avec une mortalité très importante, comme je l'ai souligné. Et cette prise en charge comportera des mesures non pharmacologiques que j'ai énumérées, mais aussi les mesures pharmacologiques en suivant les modalités que nous avons préconisées. Et il faut éduquer le patient pour qu'il puisse adhérer à son hypertension, étant donné que l'hypertension d'un jour est une hypertension de tous les jours. Un homme qui peut parler de manière si limpide. L'hypertension artérielle. Je me souviens encore dans les temps quand j'étais étudiant, M. Mbouya m'avait parlé de l'hypertension pendant 5 minutes à une foule non médicale et c'était fantastique. Parce que c'est là que nous venons encore de vivre aujourd'hui. Dans la présentation de M. Mbouyamba, Jean-René a eu comme sujet l'hypertension artérielle, impact et recommandations thérapeutiques. Et son exposé s'est articulé sur 2 points. Donc, il y a eu 2 leviers. Le premier levier, c'était la gravité de l'hypertension. Et le second levier, c'était les recommandations thérapeutiques. Le premier volet orateur de son Mbouyamba nous a rappelé la mortalité de l'hypertension artérielle due aux facteurs de risque. Et aussi, il n'a pas oublié de nous rappeler les complications de l'hypertension artérielle de la tête aux pieds. Et pour illustrer cela, M. Mbouyamba nous a exposé la campagne, une des campagnes dénommée M18, mesure mois de mai de la pression artérielle. En fait, c'est parmi les grandes études qui n'ont jamais été réalisées dans le monde où, comme il l'a dit, il y a eu plus d'1,5 million de personnes qui ont participé. Et pour la RDC, là aussi, c'est la première étude où il y a eu plus de 30 000 personnes qui ont participé. Et le professeur Mbouyamba a insisté sur le fait qu'on s'est rendu compte que la majorité du pertendu n'était pas contrôlée, et la majorité n'était pas sous traitement et la majorité n'était pas non plus contrôlée. Et il a aussi rappelé le fait qu'il y a eu une grande partie de personnes adultes qui n'ont jamais eu le brassard posé sur leurs membres, sur leurs bras. Et nous sommes très contents pour cela. Et aussi, le professeur Mbouyamba a rappelé le fait que l'hypertension artérielle n'agit pas en solo. Souvent, il est associé à d'autres facteurs de risque. Et dans le M18, et aussi dans l'étude du professeur Payaouli, le professeur a rappelé que là, au moins 6 personnes sur 10 avaient au moins 3 facteurs de risque associés.
Dans le second volet, le professeur Bouyamba nous a parlé de recommandations thérapeutiques. Et là, en fait, c'est la décision de traiter, quand est-ce qu'il faut traiter. Il a commencé par définir l'hypertension artérielle, parce que tout commence par là. Et la pensée européenne et aussi américaine. Et Hossein Bouyamba a insisté sur le seuil pour un traitement pharmacologique. Il a également défini la pression artérielle cible. Cible, c'est-à-dire que lorsque nous prenons les patients hypertendus, quelle est la pression artérielle cible? Et c'est là chez une personne sans facteur de risque, chez le diabétique, chez l'insuffisant rénal, ainsi de suite. Pour le terminer, le professeur Bouyamba nous a exposé sur les modalités thérapeutiques. Là, le professeur Bouyamba nous a rappelé d'abord que lorsque nous voulons prendre en charge un patient hypertendu, nous devons tenir compte du risque global. Il a aussi insisté sur la monothérapie versus polythérapie. Et là, il a attiré notre attention pour nous dire qu'il nous conseillerait vraiment de procéder par la polythérapie, la monothérapie, généralement chez des personnes jeunes sans facteur de risque associé. Et aussi, il a insisté sur la nécessité d'éduquer les patients. Voilà, et non seulement les patients, mais nous avons aussi, il faut aussi éduquer le médecin. Parce que des fois, le médecin est aussi frappé par une sorte d'inertie. Merci beaucoup, cher professeur Bouyamba et cher maître. Je m'en vais donc passer la parole, comme je disais, le second, non le moindre, au docteur Kapita, qui est cardiologue à l'hôpital provincial général de Kinshasa et qui est aussi le président honoraire de la Société congolaise de cardiologie. Et docteur Kapita va s'entretenir avec nous sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Professeur Kapita, je vous donne la parole. De l'impact, la gravité de l'hypertension artérielle et le traitement préconisé. Mais comme vous devez le savoir, la médecine n'est pas tout à fait une science exacte. On le comprend tout de suite lorsqu'on veut définir l'hypertension. Il a dit, en Europe, l'hypertension, c'est 140 sur 90. Mais aux États-Unis, l'hypertension, c'est 130 sur 90 et la pression normale doit être en dessous de 130 sur 90. Et cela est la difficulté parce qu'en pratique de tous les jours, on a difficile d'avoir des chiffres de 13, 12, 11 des systoliques. Je vais vous parler de la prise en charge pratique de l'hypertension artérielle. Nous sommes chez Chalina. Je remercie Chalina de l'occasion qu'il me donne de parler de mon expérience de tous les jours. On l'a dit, l'hypertension artérielle est la pathologie cardiovasculaire la plus fréquente dans notre milieu de travail. Lorsque je fais mes consultations personnelles, en fait, 70% des patients me consultent pour un problème d'hypertension artérielle. Et à travers le monde, elle entraîne des millions de décès par an. On l'a dit. C'est donc un problème de santé publique qui nécessite une attention particulière.
Comment définir l'hypertension artérielle? Je pense que le professeur Mbouyamba a été assez clair là-dessus. Lorsqu'un médecin reçoit un patient hypertendu, le geste élémentaire, c'est de prendre la tension du patient. Une fois la tension artérielle prise, le médecin va se trouver devant une de ces trois possibilités. Ou bien l'hypertension est légère, c'est de grade 1, soit qu'elle est modérée, grade 2, soit qu'elle est sévère, grade 3. Vous avez les chiffres à côté. Et si nous disons que nous sommes en Amérique, nous allons dire que la tension, l'hypertension commence lorsque la tension est à 130 sur 90 ou 130 sur 80. Maintenant, vous savez, le malade ne s'intéresse pas de savoir si sa tension est légère, si son hypertension est légère, modérée ou sévère. Le malade veut qu'on le traite. Il veut ne plus être hypertendu. Et c'est là le problème pour le médecin, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ici, je vous parle de ce que je fais. Je connais les recommandations internationales, mais en pratique, il est difficile de les suivre. On les suit, bien sûr, mais il faut une note personnelle, une expérience personnelle. J'ai donc compilé 100 dossiers des patients hypertendus que j'ai traités. J'ai voulu savoir qu'est-ce que j'ai fait, quelle a été mon attitude thérapeutique. Le suivant. Lorsque le médecin se trouve devant un patient hypertendu, en fait, il a la possibilité d'utiliser une de ces familles d'antihypertenseurs. Il y a cette famille, les diurétiques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes de l'angiotensine 2, les anticalciques, les bêta-bloquants, les alpha-bloquants, les antihypertenseurs centraux. Mais en fait, dans la pratique, il n'y a que les 5 premières familles qui sont utilisées. Lorsque les patients se disent que son patient a une hypertension légère, quel traitement donner? Le professeur Mbouyamba dit, dans les cas d'hypertension légère ou dans les cas d'hypertension, on regarde les facteurs de risque. Lorsqu'il n'y a pas de facteurs de risque, on peut ne pas traiter le patient en lui donnant des produits pharmacologiques. On peut commencer par l'hygiène de vie, par le régime. Mais quand le patient vient en consultation, vous dites que vous êtes hypertendu et vous lui dites ne mangez pas le sel, faites du sport, au revoir. Le patient vous dira mais c'est quoi comme médecin? Si bien que personnellement, j'ai traité des patients avec une hypertension légère et j'ai donc utilisé une des molécules que vous voyez sur le tableau, soit un bêta-bloquant, soit un anticalcique, soit un diurétique, soit une association. Et l'expérience que j'ai eue, c'est que dans les cas d'hypertension légère, tous les antihypertenseurs en monothérapie sont d'efficacité presque égale. Mais de temps en temps, je me suis trouvé obligé de mettre en place une bithérapie parce que la monothérapie s'est montrée un peu limite. Quand il s'agit d'une hypertension modérée, voici ce qu'a été mon attitude.
L'hypertension modérée, c'est le grade 2, et j'ai mis une bithérapie. Il y a des patients à moi qui ont reçu la monothérapie, mais rapidement, je me suis rendu compte que la monothérapie, dans ce cas, avait des limites. Donc, j'ai continué avec la bithérapie, et voici sur les tableaux des associations fixes ou séparées que j'ai trouvées efficaces. Un anticalcique avec un bêta-bloquant, ça a été assez efficace. Un IEC avec un diurétique et un anticalcique avec un diurétique. Enfin, un bêta-bloquant avec un diurétique. Maintenant, le choix du produit de l'association est fonction de l'état du patient. Parce que lorsqu'on traite l'hypertension artérielle, on ne traite pas que l'hypertension, on traite l'individu. Il faut voir les problèmes qu'il présente, ce que le professeur Moyamba appelait les comorbidités. Nous allons en parler plus tard. Mais, en général, la bithérapie appliquée, c'est celle que vous voyez, et qui a été assez efficace. Maintenant, nous sommes chez Chalina. Chalina est un anticalcique, un amlodipine, Amlox, et Chalina a un ARA2, le telmisartan. Parfois, la bithérapie dans l'hypertension modérée n'a pas été efficace de façon souhaitée. Je suis passé donc à la trithérapie et vous voyez ce qui a débloqué la situation: un ARA2, un diurétique, un bêta-bloquant, un ARA2, un diurétique, un anticalcique. Et nous avons, parmi les ARA2, le meilleur, vous devez le savoir, je crois, c'est le telmisartan. Et nous avons dans nos mains le téléchal. Dans les cas d'hypertension sévère, qui s'accompagnent souvent de complications neurologiques, cardiaques et rénales, le traitement est souvent difficile. La monothérapie, à mon avis, n'a pas d'intérêt. On peut commencer par la monothérapie, mais selon ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, que c'est une perte de temps. Il faut passer à la bithérapie tout de suite. Nous avons là les associations qui ont été efficaces. IEC avec diurétique, ARA2 avec diurétique. Mais rapidement, je me suis rendu compte que la bithérapie avait des limites. Donc, il fallait passer directement à la trithérapie. Et voici ce que j'ai fait. Un IEC avec un diurétique, avec un anticalcique. Un IEC avec anticalcique, un bêta-bloquant. Un ARA2, anticalcique, un bêta-bloquant. J'ai vu dans l'exposé du professeur Moyamba que les bêta-bloquants ne sont pas tellement utilisés. Pour des raisons peut-être qu'il va expliquer. Mais j'ai reçu pas mal de malades avec une tension élevée et en même temps avec une tachycardie. Et les bêta-bloquants ont été d'une efficacité assez notable. Donc, je crois que dans les associations, on peut éviter les bêta-bloquants, même si on dit que chez les Noirs, ce n'est pas assez efficace.
tous les cas traités ne répondent pas au traitement comme souhaité. Il y a donc des cas d'échec. J'ai noté que toutes les hypertensions légères ont répondu au traitement. Comme m'a dit le professeur, la cible a été pour avoir une tension en dessous de 140, sinon non. Donc, personnellement, quand un patient a une tension de 13,8, 138,80, je suis content que j'ai atteint la cible. Dans les cas d'hypertension modérée, seulement 58% des cas qui sont contrôlés, et le professeur l'a dit, il a parlé d'un chiffre qui ressemble à celui-ci, 50-60% des cas contrôlés. Dans les cas d'hypertension sévère, je suis un peu étonné, 70% de mes cas sont contrôlés. Ce sont les causes d'échec. Vous savez que lorsqu'on n'a pas bien expliqué au malade la nature de sa maladie, d'hypertension, il peut à un moment donné se croire guéri. Il a pris un traitement et puis quelqu'un à la cité a pris sa tension, on lui dit la tension est normale, vous avez 12,8. Et le patient dit je suis guéri. Il abandonne le traitement. Et lorsqu'il vient en contrôle, vous prenez sa tension est élevée. Vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé, madame, monsieur? Il vous dit mais j'ai suivi la cure, j'ai terminé la cure. C'est là l'occasion de le dire que dans l'hypertension artérielle, il n'y a pas de cure. Les médicaments doivent être pris régulièrement. Donc, il y a l'interruption volontaire du traitement, mais chez nous, il y a parfois des gens qui voyagent à l'intérieur du pays, et là, dans le pays, à l'intérieur du pays, il n'y a pas de pharmacie. Il est parti avec son téléchal, et à un moment donné, il n'y a plus de téléchal, et il attend de rentrer à Kinshasa pour s'approvisionner. D'où l'intérêt pour les firmes pharmaceutiques de disposer ces produits partout dans le pays. Parfois, des patients s'amènent parce qu'ils toussent. Docteur, depuis que j'ai pris les médicaments, je tousse. Il y a l'intolérance. Et parfois, sans consulter son médecin, il abandonne le traitement. Et il y a le problème financier. Vous savez que l'hypertension, c'est un problème chronique. La charge financière est très importante. Beaucoup de patients sont supportés par des tierces. Et quand le financement tarit, le patient abandonne le traitement. Et il y a des patients qu'on a perdu de vue, décédés ou disparus. Alors, comme je dis, traiter un hypertendu, c'est traiter sa tension, son hypertension, c'est traiter aussi l'individu. Vous avez ici des cas de comorbidité. Un hypertendu qui a déjà des complications au niveau du cœur, un hypertendu qui a fait un accident vasculaire cérébral, un hypertendu obèse, un hypertendu décompensé, un hypertendu diabétique, un hypertendu avec hyperthyroïdie. Et vous avez des cas d'insuffisance rénale, des hypertendus asthmatiques, des hypertendus avec un trouble de conduction grave, bloc auriculo-ventriculaire deuxième, troisième degré, et des patients avec des affections rhumatismales ou des patients hypertendus avec grossesse. Patients hypertendus avec grossesse. Le traitement s'adapte à chaque cas. Lorsqu'on a fait, par exemple, à un patient hypertendu et asthmatique, évidemment, on évite les bêta-bloquants. Lorsque les patients développent une insuffisance rénale, les IEC, les ARA2 sont prescrites, mais on fait très attention à ça. J'ai vu des patients qui sont venus avec un bloc AB complet,
avec des tensions très élevées, en fait, mon traitement s'est montré inefficace. J'ai donné la bithérapie, la trithérapie, la tension ne baissait pas. J'ai donc appelé nos amis qui placent le pacemaker, et une fois le pacemaker placé, la tension toute seule, c'est presque normalisé. Alors, il y a des patients hypertendus que j'ai eus, j'ai prescrit des diurétiques. Les patients sont revenus quelques jours après en disant, docteur, j'ai fait la crise de goutte. Parce que, comme vous le savez, les diurétiques peuvent provoquer une crise de goutte. Et le cas de grossesse, on le sait, les diurétiques, les ISC, les ARA2 sont contre-indiqués. Voilà donc mon expérience. La monothérapie, c'est dans les cas d'hypertension légère, grade 1. La bithérapie, c'est dans les cas d'hypertension modérée de grade 2. Et souvent, la trithérapie, dans les cas d'hypertension sévère. Alors, il faut toujours penser à prescrire les meilleures associations pour de meilleurs résultats. Et elles comprennent donc des diurétiques, des anticalciques, des ISC, des ARA2 et des bêta-bloquants. Les comorbidités exigent un traitement adapté pour éviter des complications. Au regard de l'importance des échecs, il faut donner une bonne information au malade quant à la nature de sa maladie et ses complications éventuelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je remercie Shalina, tous ses responsables, pour l'occasion qu'ils m'ont donnée de parler de ça. Et je suis content aussi de savoir que je dispose, dans mes moyens thérapeutiques, quelques produits de Shalina, notamment un anti-tic, Amlox, et un ARA2, un télémisartan que je trouve très efficace, le téléchal. Et même un ISC, un enalapril, le napril. Donc, cette firme nous donne la possibilité de prendre en charge beaucoup de nos malades. Merci beaucoup.